Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Boulevard de la Seine, ici sous le pont des Invalides où le Fluctuar nous accueille chaque semaine. C'est aujourd'hui une invitée qui ne pratique pas la langue de bois. Elle est avec nous pour son dernier livre, La paix des sexes, aux éditions de l'Observatoire. Tristan Banon est journaliste, romancière, essayiste. Face aux trois garçons que nous sommes, Yvan Allouin, Frédéric Sigrist et moi, cela ne pouvait pas tomber mieux. Embarquement immédiat avec Tristan Banon, c'est parti. Et oui, c'est parti avec un livre dont on parle beaucoup en ce moment, La paix des sexes de Tristan Banon, qui est notre invité. Bonjour Tristan. Bonjour, merci de me recevoir. D'être avec nous. Alors c'est vrai que vous ne pratiquez pas la langue de bois, on va parler dans un instant. J'aurais presque pu paraphraser le titre de la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, et remplacer en disant La guerre des sexes n'aura pas lieu, même si elle a lieu un petit peu en ce moment. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on parle de l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes sur la Seine, vous l'avez remarqué, sous un pont à Paris. Vous avez des liens très forts avec Paris, puisque vous êtes né tout près. J'ai grandi à Paris. À Neuilly-sur-Seine, mais vous avez grandi à Paris. Quel est le souvenir, comme ça, à brûle-pourpoint, lorsque je vous parle de Paris, qui vous revient? Moi, le souvenir qui m'a sans doute le plus marqué, c'est quand on a de nouveau allumé le phare en haut de la Tour Eiffel. C'était, il me semble, pour le passage à l'an 2000. Et où tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce qui était une évidence, mais que la Seine était un bras de mer, en fait. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être dans une ville portuaire, comme ça, avec ce phare. Et tout ça m'est apparu terriblement poétique. Alors que jusqu'à présent, pour moi, la Tour Eiffel, c'était un amas de ferraille et je ne comprenais pas la fascination de nos touristes pour ça. Et depuis, voilà, je regarde la Tour Eiffel comme le phare éclairant les Parisiens dans la nuit. Et donc vous êtes bien ancré dans cette ville, dans cette capitale de la France que vous aimez. Et c'est vrai qu'à Paris, vous savez, on parle beaucoup. À Paris, on parle des livres qui paraissent. Et le vôtre, La paix des sexes, c'est un livre dont on parle beaucoup en ce moment. Parce que c'est vrai que vous mettez un peu les pieds dans le plat. Il y a en ce moment une opposition entre les hommes et les femmes. On ne peut pas dire que ce débat soit forcément très nuancé. Et vous avez souhaité, à travers ce livre, justement, apporter un petit peu plus de nuances. Alors, je ne parle pas de l'affaire d'il y a 10 ans, on en dira deux mots tout à l'heure. Je ne veux pas vous résumer à cette affaire DSK, mais vous êtes très légitime, évidemment, pour écrire ce livre et pour parler de ce sujet-là. C'est un cri du cœur ou c'est un coup de gueule, Tristan Banon? En fait, c'est un féminisme dans lequel je ne me reconnaissais pas et dans lequel j'ai remarqué que beaucoup de gens ne se reconnaissaient pas, qui est un féminisme radical, contre lequel je n'ai pas nécessairement... Je n'ai pas écrit ce livre en me disant que j'allais m'opposer aux féministes radicales et aux féministes woke et aux féministes intersectionnelles. J'ai écrit ce livre en me disant je vais proposer une voix nuancée. Parce que justement, vous parlez de cette opposition qui existe entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas l'impression qu'au quotidien, elle existe tant que ça. J'ai l'impression qu'elle est très instrumentalisée par ces femmes-là, qui en font tantôt un argument pour appuyer leur théorie, tantôt peut-être aussi un fonds de commerce, en tout cas qui en font quelque chose de très extrémiste dans lesquels je ne me reconnaissais pas du tout et qui sans doute cache aussi beaucoup de vrais combats féministes que nous devons mener tous, je pense, collectivement, hommes et femmes réunis. Quelle est pour vous, Tristan Banon, la voie médiane sur ce sujet? Il ne faut pas rejeter les choses, il faut simplement les expliquer et ne pas forcément les opposer, mais les compléter. Donc, ce n'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. Bien sûr, les affronter conjointement, en fait, c'est un plaidoyer pour le féminisme universaliste, finalement, celui de Beauvoir, celui de Badinter, celui de tant de féministes qui nous ont précédés et qui ont milité pour l'égalité. Cette égalité, aujourd'hui, factuellement, elle est consacrée par les textes. Depuis 2006, nous n'avons plus de loi sexiste. Toutes les lois s'appliquent pareillement aux hommes et aux femmes. Et je pense que là où demeurent des réflexes sexistes, parce qu'évidemment qu'il en demeure, on n'y est pas en termes d'égalité salariale, on n'y est pas en termes de traitement de la femme, on n'y est pas en termes d'opportunités offertes aux femmes, on n'y est pas en termes de traitement des violences sexuelles, on n'y est pas sur plein de points, mais ces points-là, il faut que nous les affrontions ensemble avec les hommes. Alors justement, Tristan Banon, pour nous inscrire dans une perspective historique, on a retrouvé une archive de Simone de Beauvoir qui date de 1975, justement, où elle époque ce dont vous parliez à l'instant, où elle parle du sexisme.
l'écouter. C'est assez intéressant parce qu'elle emploie des mots qu'on n'emploierait peut-être plus aujourd'hui. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Alors nous sommes Tristan Banon en 1975, vous n'étiez pas né, Non. Le féminisme avait déjà des grandes heures derrière lui, mais lorsqu'on entend Simone de Beauvoir parler des bonnes femmes aujourd'hui, plus personne n'utiliserait ce terme, peut-être si les sexistes justement, et Non, encore. mais ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois, elle milite pour l'égalité. Elle ne veut pas remplacer un sexisme par un autre, ce qui aujourd'hui apparaît dans certains combats féministes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend des femmes dire on a morflé pendant des centaines d'années, maintenant c'est à eux de morfler. C'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a des lois qui existent contre certaines insultes pour les hommes et qu'elle veut l'équivalent pour les insultes sexistes. D'ailleurs, aujourd'hui, ça existe. Alors dans ce livre, La paix des sexes, il était question également aussi de l'obsession victimaire. Alors c'est vrai que votre cas est tout à fait singulier et particulier, puisque c'était il y a 10 ans, c'était avant MeToo, vous avez décidé de porter plainte contre un homme qui vous avait agressé sexuellement, Dominique Strauss-Kahn pour ne pas le nommer. Et c'est vrai qu'on vous a un peu assigné peut-être à un rôle déterminé que vous refusez d'une certaine façon. Ben, je refuse d'être définie à un moment de ma vie. C'est-à-dire, j'ai été victime, je ne m'en cache pas, mais ça ne me définit pas. Et je ne peux pas être réduite qu'à ça. Mais au-delà de ça, ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, ce n'est pas forcément mon cas. J'utilise mon cas pour expliquer que je sais quand même un peu de quoi je parle. Mais c'est que ça n'est souhaitable pour aucune ancienne victime. Et que c'est ce vers quoi il faut tendre, que toute femme qui a été victime un jour dans sa vie ne soit pas réduite à ça, ne soit pas réduite à ce moment de sa vie-là, et qu'on fasse tous ce qu'il faut pour que ces femmes-là puissent se sortir de ce statut. C'est ça l'idéal à atteindre. Alors Tristan Banon, regardons une archive. C'était il y a précisément 10 ans. Vous étiez sous les feux de l'actualité, presque traqué, on peut le dire. Regardez. Depuis cet après-midi, Dominique Strauss-Kahn est visée en France par une plainte pour tentative de viol. La journaliste Tristan Banon a chargé son avocat de transmettre formellement une plainte au parquet de Paris. La plainte a été déposée à l'encontre de M. Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol, des faits d'une particulière violence et d'une particulière gravité. Et dans l'hypothèse où M. Dominique Strauss-Kahn viendrait à ne pas comparaître devant une cour d'assises, nous saurions alors à quoi nous en tenir quant au traitement judiciaire de ce type d'affaires en France. Cette tentative de viol aurait eu lieu il y a 8 ans. Tristan Banon l'a évoquée plusieurs fois, mais n'avait jamais porté plainte. Alors Tristan Banon, vous avez eu droit à tout à cette époque-là, on a tout dit de vous. Lorsqu'on parle du courage qu'il a fallu avoir pour oser porter plainte, il faut raconter dans quel contexte on est. Vous vous êtes tue pendant un moment et puis à un moment, vous avez décidé de parler. Alors, comme le dit le reportage, je ne me suis pas tant tue que ça, mais en revanche, je n'avais pas fait de recours judiciaire. Mais j'en avais parlé. Je ne sais pas s'il fallait un courage particulier. Ce qui est sûr, c'est que MeToo est passé par là et que c'est tant mieux. Il y avait un problème de réception de la parole des victimes. Et ça, il fallait que ça change très clairement. Et je ne remets absolument pas ça en cause. Je sais qu'il y a des livres qui sortent ces temps-ci qui remettent en cause d'un bloc tout MeToo. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Je pense que MeToo a eu des conséquences bénéfiques qui seraient absurdes de renier. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas passer d'un point où on dévalorisait complètement la parole de la victime, on dégradait la victime, à un respect qui était nécessaire et important, à une héroïsation qui n'est pas souhaitable. Et il ne faut pas non plus basculer dans un procès à charge de celui qui est accusé, qui, rappelons-le, est présumé innocent. Et respecter la parole de la victime ne veut pas nécessairement dire charger de façon inconsidérée et violente la personne qui est accusée. Parce qu'on a vu, il y a eu des cas où ça peut avoir des conséquences dramatiques sur des personnes qui sont après reconnues innocentes des faits dont on les accusait.
Tristan Banon, vous avez peut-être remarqué que ce plateau n'était pas très équilibré, en tout cas sur la parité. Et, on est carrément à la ramasse. Hein. Tu vois, je vous présentais Frédéric Sigrist. Enfin, vous avez affaire à 3 hommes, hein, donc voilà. Construit ou déconstruit? C'est un peu la question souvent. On ça construit, dépend on lequel. déconstruit, mais on reconstruit surtout. On change les pièces. Des hommes Ikea, quoi. Bonjour Tristan Banon. Vous êtes ici pour nous parler de votre livre La paix des sexes. Alors à ne pas confondre avec Le sexe en paix, qui est un livre sur la libido des couples mariés depuis un certain temps. Et je dois avouer que notre rencontre m'a un petit peu posé un cas de conscience, parce que ce matin, j'étais à 2 doigts de dire à mon fils de téléphoner à la production pour dire « Dis-leur que je suis malade, dis-leur que je ne suis pas bien ». Parce que moi, voyez-vous, je suis en couple depuis 24 ans. Avec une femme qui est ceinture noire, 3e dame de féminisme. À la maison, on a un hôtel fait en bois naturel et en gaine de soutien-gorge recyclé à la gloire de Mona Chollet. On lit King Kong Théorie de Virginie Despentes à notre fille de 8 ans avant de s'endormir. Et moi, de mon côté, comme vous l'avez si bien dit, je suis ce qu'on appelle un homme déconstruit, dans lequel il y a encore quelques grumeaux. Hein. J'ai pas tout compris, mais je sais qu'elle m'a quand même bien déconstruit. Et en gros, pour moi, devenir féministe, c'était un peu comme la vaccination. Si je l'avais pas été, il se passait plus rien pour moi, en fait. Voilà. De la même manière qu'on peut plus aller au restaurant, moi, je pouvais plus rentrer dans mon lit, en fait. Et votre livre a fait réagir, parce que je suis un compte Instagram de féministe, elle m'oblige à les dire, donc... Et j'ai vu que ça a fait réagir. Hein. Alors, contrairement au livre de Jean-Michel Blanquer, vous avez été lu. Et alors, il y a plein de réactions. Il y a celles qui vont dire, qui sont d'accord avec vous, qui disent oui, il faut refuser ce féminisme qui assigne la femme au rôle de victime, ce qui est assez vrai. Celles qui ne sont pas d'accord avec vous, en attaquant les féministes, elle est l'allié utile du patriarcat. Tristan Banon, c'est l'ami noir des machos. Sans oublier celles qui vont rétorquer oui, mais elle au moins, elle n'a pas peur d'évoquer l'objectivation du corps de la femme par les religions et elle fait pas du clientélisme avec l'islam. Ceux qui vont répondre tout de go oui, mais le droit d'une femme à disposer d'elle-même lui donne le droit de s'habiller comme elle veut. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve en face de vous et je dois vous avouer que je suis un peu emmerdé, quoi. Parce que moi, si je vous dis rien, quand je rentre chez moi, ma femme, elle me défonce. Si je vous dis quelque chose, Jean-Noël, il va me défoncer, me dire mais pourquoi tu l'as mis mal à l'aise, elle est sympa, Tristan. Oh donc, il lui en faut pour être... Mais oui, je sais. Donc moi, franchement, je suis un enfant du divorce. J'aime pas le conflit. J'en peux plus de ces questions qui divisent à 1 an de la présidentielle. Les femmes s'engueulent sur ce que doit être le féminisme. Sur les plateaux, des éditorialistes passent dans 325 émissions pour dire qu'on les empêche de parler. On se prend la tête pour savoir si c'est républicain d'appeler son fils Jordan ou Mohamed. Les chasseurs ont-ils le droit de confondre des cyclistes avec des sangliers? Stop! Moi, il y a 1 an, pendant le confinement, je regardais des vidéos de gens qui faisaient du pain eux-mêmes et je me signais des attestations. Donc moi, depuis la fin du confinement, j'ai l'impression d'enchaîner les contrôles alors que personne m'avait dit qu'il fallait réviser. Donc j'ai envie de vous dire, allez, tout le monde, on arrête de se prendre la tête les uns les autres, on s'écoute un petit peu, toujours, tout doit être fait avec le consentement et sinon, si on n'est pas content, on retourne chez soi faire du pain. On s'écoute un petit peu, en fait, c'est exactement ce que vous dites C'est ce que je dans votre propose, livre. ça n'est que ce que je propose. Faire du pain. De faire du pain en Aussi. s'écoutant. Voilà, C'est pas incompatible. c'est pas incompatible. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, La paix des sexes, ce n'est pas votre premier livre, il y en a une dizaine, on peut dire, Ouais. depuis plus de 15 ans maintenant. Dans tous les livres que vous avez écrits, on va voir les couvertures, hein, on a fait un pêle-mêle, un florilège de tout ce que vous avez écrit. C'est toujours en lien avec ce qui vous est arrivé, une réflexion sur la société, mais surtout basée avec votre propre expérience et votre propre vécu. La paternité, les relations avec votre mère, enfin tout ça est quelque chose qui nourrit vos écrits. Pour les livres qui sont des romans, oui, c'est beaucoup des livres d'autofiction. Pour les essais, pas forcément. Il y a eu Erreurs avouées qui n'étaient franchement pas issues de mon expérience. Après, il est vrai que c'est souvent ce qu'on vit qui nous amène à voir quelque chose, qui nous amène à voir un petit morceau de la société, quelque chose qui s'y passe et qui nous fait nous pencher sur le sujet. Sans doute que si je n'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu, je n'aurais pas lu tout ce que j'ai lu, je n'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que ce livre, par exemple, on me dit souvent, pour le décrier, qu'il n'existe que parce que j'ai été victime un jour, pardon. Je n'ai pas commencé par cela volontairement, parce qu'on ne peut pas toujours vous rattacher à ça. Non, mais justement, ce que je veux répondre, c'est que oui, ma réflexion, elle vient de là, mais pas seulement. Elle vient aussi de mes lectures, j'en parle beaucoup dedans. Elle vient des gens que j'ai rencontrés, elle vient des choses que j'ai observées. Et c'est un peu toute l'histoire de mes écrits, c'est-à-dire qu'ils sont nourris en partie de ce que je vis, en partie de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que je...
Il y a toujours en sous-texte une certaine façon, une certaine forme de résilience et d'espérance. Même quand vous avez traversé des choses très difficiles, les relations avec votre nounou qui vous frappait, des relations difficiles aussi avec votre mère, un père absent, le père de votre fille qui s'en va juste avant l'accouchement. Enfin, c'est des choses absolument terribles qui peuvent paraître impudiques comme ça, mais vous en faites toujours quelque chose pour aller de l'avant et pour vous relever. Ben oui, on se remet de tout et il faut en faire une force. Je pense que la résilience est quelque chose, alors là pour le coup, je vais être en accord avec nombre de féministes, c'est quelque chose que la femme porte en elle aussi. La résilience, quand on voit tout ce qu'elle a traversé dans l'histoire de son sexe, j'en parle dans ce livre, pour en arriver là où elle est, la femme est un sexe très résilient. Et je pense que c'est important d'arriver autant que possible, parce que dans certains cas, c'est pas possible, mais d'arriver à faire des forces de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a surmonté. Et vous acceptez même, Tristane Banon, de prendre le prétexte d'une campagne publicitaire pour faire passer un message. On regarde un extrait tourné en 2019 et on en parle après. Ce passé, il est dans ma vie de tous les jours. Et quand j'y fais pas moi-même, quand j'y repense pas moi-même, on me le rappelle de toute façon quotidiennement dans ma vie. Donc autant se servir du seul message positif qu'il y avait à en tirer, c'est-à-dire que ça a été le point de départ d'une époque où les femmes se sont quand même mises à dénoncer des actes qu'avant on cachait. Moi je n'ai pas peur. Le jamais peur, on peut penser à beaucoup de choses. On peut penser aussi au moment des attentats, à ces messages qu'on a vu fleurir un peu partout sur Internet et qui disaient même pas peur. Parce qu'il était hors de question de se laisser gagner par la peur au prétexte que des gens un peu jetés avaient décidé qu'il fallait qu'on ait tous peur de demain. L'idée c'était vraiment de faire passer un message de aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur, il ne faut pas avoir peur de demain, il ne faut pas avoir peur du réchauffement climatique, il ne faut pas avoir peur d'avoir des enfants alors qu'on vous dit qu'ils n'auront pas de boulot. Il ne faut pas avoir peur, sinon on ne fait plus rien. Moi, je n'ai pas peur. Et vous élargissez toujours le propos, hein. Vous partez d'une chose pour ouvrir sur d'autres. C'est vrai qu'on est dans une époque où il n'y a que des peurs. C'était déjà, je n'ai pas vraiment changé de discours finalement, c'était déjà un refus. Avant le confinement. C'était déjà un refus de la victimisation. Je pense que la victimisation, c'est quelque chose qui nous enferme et que l'objectif, c'est de sortir de ces cases dans lesquelles on voudrait nous mettre et d'aller vers un vivre ensemble collectif et égalitaire, et justement tous ensemble, hommes et femmes réunis. Et tout ça, on le trouve dans La paix des sexes, votre dernier livre. Mais je vous présente mon deuxième camarade. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur ce plateau aujourd'hui. Yvan Alloin, qui va... Alors lui, comme on arrive près de l'heure du déjeuner, il nous fait toujours découvrir un endroit assez magique dans Paris. Aujourd'hui, vous êtes allé sur mes terres, presque. Oui, presque. On est allé de côté. Pas vraiment. Je vais vous raconter pourquoi on est allé presque sur vos terres. On va parler de pâtisserie. Je sais que c'est pas trop votre truc, la pâtisserie. Vous n'aimez pas tout ça. Mais c'est pas grave. Je préfère le fromage. Alors, on va sauter le fromage, on va passer à la pâtisserie. On va s'intéresser à un jeune pâtissier qui s'appelle Geoffrey Cagne. Alors Geoffrey Cagne, il monte en ce moment dans Paris, on parle beaucoup de lui. Il a fait ses premières armes dans la maison Café à Troyes. Il est arrivé chez vous, c'est là que ça vous rejoint, Jean-Noël, à la maison Storer. Au cœur de Paris. Au cœur de Paris, rue Montorgueil. Vous savez que j'y vais souvent. Oui, je sais que vous y allez souvent pour manger le célèbre baba au rhum. Absolument. Qui était importé sous Louis XV par Storer à Paris. Et la reine d'Angleterre y va tout le temps. Oui, c'est une belle adresse. Alors, Geoffrey Cagne, il est arrivé dans cette maison, il a dépoussiéré cette maison qui était un peu une belle endormie. Il a un peu refait les pâtisseries et, fort de cette expérience, il s'est installé, il a ouvert sa propre pâtisserie rue des Moines dans le 17e. Pâtisserie et chocolaterie, parce que pour lui, c'est important d'avoir les deux. Alors, c'est une pâtisserie à son image, c'est-à-dire sympa, gourmande, authentique, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas d'esbrouf, c'est bon. C'est ludique aussi. Et il nous a proposé de nous faire, pour nous, une tropézienne façon hot dog. Regardez. La pâtisserie, pour moi, c'est vraiment un art éphémère et en plus de ça, une vraie passion. Ça fait 21 ans que je la pratique et je m'en lasse pas. Pour ma pâtisserie, c'est une pâtisserie qui est assez simple, assez ludique, qui va droit au but. Par exemple, on prend une tarte citron, on a un fond de tarte qui a d'une certaine manière ce fonçage qui est presque irrégulier mais qui crée un dessert un petit peu unique. On a un confit citron jaune, huile d'olive et basilic, ça c'est pour apporter un petit peu de soleil dans son assiette parce qu'on manque de soleil à Paris. Et on a un crémeux citron vert. J'ai voulu faire une pâtisserie qui me ressemble parce que je trouve qu'aujourd'hui, de vouloir faire les choses trop carrées,
ça enlève un petit peu l'âme des desserts. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une trop dog, donc une tropézienne, mais en forme de hot dog. La simple idée, c'est d'avoir pris une pâte à beignet, fleurs d'oranger et zeste d'orange qu'on va couper en deux et on va y mettre un caramel à l'orange sanguine dedans et aussi une crème fleur d'oranger, zeste d'orange. Tout ça pour rappeler vraiment ce goût de la tropézienne et ce moelleux de la brioche. Je trouve que c'est toujours très intéressant de faire découvrir un dessert un peu qu'on connaît tous, mais avec un esprit ludique et une façon de le manger qui est un peu façon street food. La maturité de l'homme fait que en fait, le goût évolue. Et quand on est petit, on aime le chocolat blanc. Quand on est adolescent, on aime le chocolat au lait. Et puis après, on aime le noir. C'est pour moi une gourmandise absolue. C'est pour moi une obligation qu'elle ait sa place dans une pâtisserie parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que j'ai voulu faire une pâtisserie qui me ressemble, mais en tout cas, moi, je me prends pas toujours très au sérieux et c'est très important d'avoir des gâteaux aussi simples que j'essaie de l'être. Vous êtes vraiment un glouton, Jean. Vous avez vu comment vous enfournez cette pâtisserie? C'est insensé. Alors nous, on est là, nous, on regarde, on ne mange pas, et vous, vous êtes, toute la semaine, Ah oui, mais c'est pas encore l'heure du dessert, on n'a même pas commencé l'apéro là avec vous. Vous nous rappelez l'adresse? Ouais, c'est rue des Moines dans le 17e, à côté, enfin dans le quartier des Batignolles. Ça s'appelle c'est Geoffrey Cagne, pâtisserie et chocolaterie. Merci beaucoup, Yvan. Un mot encore, Tristan, de la paix des sexes. Il y a deux axes dont on n'a pas parlé. C'est d'une part l'éducation. On y revient toujours. Ça met des années avant de porter ses fruits, mais tout part de là. Tout part de l'enfant qu'on est. Je pense qu'il est très, très, très important d'apprendre aux petites filles qu'elles ne sont pas responsables du désir qu'elles suscitent chez les petits garçons et aux garçons qu'ils sont responsables de leur propre désir. Déjà, quand on aura expliqué ça aux enfants, puis quand ils grandissent, qu'on leur aura appris ce qu'est être amoureux, ce qu'on accepte ou pas par amour, ce que veut dire être marié, ce qu'on accepte ou pas dans le cadre du mariage, on aura peut-être déjà avancé sur pas mal de choses. Et je disais aussi, un livre où vous ne pratiquez pas la langue de bois, dans tous vos livres, mais également, enfin, plus particulièrement dans celui-ci, il y a un point de rupture, c'est l'affaire Mila. Pour vous, ça vous a profondément révolté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Il y a un avant et un après. Je ne peux pas comprendre qu'on se prétende féministe et qu'on ne soutienne pas Mila, alors que ce soit au nom de l'intersectionnalité, que ce soit au nom de sa sensibilité personnelle. On a là une jeune fille qui avait 16 ans quand elle a blasphémé, en réponse, rappelons-le, à des attaques homophobes qu'elle recevait sur les réseaux. Cette jeune fille, aujourd'hui, quasiment 2 ans plus tard, est déscolarisée. Elle est sous protection judiciaire, sous lourde protection judiciaire. Elle a une vie qui est très, très, très réglementée. Elle ne peut évidemment pas faire ce qu'elle veut. C'est un devoir féministe de la soutenir. Et la soutenir, ça ne veut pas dire que condamner du bout des lèvres les appels au meurtre et les menaces de mort qu'elle reçoit. Ça veut dire aussi défendre son droit au blasphème, qui est notre droit à tous en France, qui est un droit qui est français et qui fait partie de la liberté d'expression, et la défendre face à ceux qui la traitent d'homophobe et de raciste, ce qui est parfaitement faux. Elle ne s'en est jamais pris à des croyants. C'est ce qui s'appelle aussi le courage, Tristan Banon. Je voudrais qu'on termine avec, comme on le fait chaque semaine, avec un coup de cœur. Et là, c'est un coup de cœur personnel, mais aussi c'est le vôtre, un coup de cœur commun. C'est Marie-Claude Pietragala qui triomphe en ce moment au Théâtre de la Madeleine. C'est jusqu'à la fin de l'année. La femme qui danse, un spectacle extraordinaire. Et aussi sur la condition des femmes, comment on devient danseuse étoile dans un univers d'hommes, finalement. Et c'est absolument superbe. Alors, pour la petite histoire, j'y suis allée avec ma fille de 6 ans, en pensant que ce serait peut-être un peu dur pour elle, parce que justement, Marie-Claude Pietragala évoque son arrivée à Paris à 8 ans et ses débuts en tant que danseuse qui sont d'une telle rigueur. Enfin, les cours sont d'une rigueur et d'une dureté qu'on n'imagine pas. Et elle parle de tout ça et comment, au contraire, ça l'a poussée et ça l'a motivée au dépassement de soi. Et j'ai vu ma petite fille de 6 ans, après, quand on est rentré, répéter cette phrase que Marie-Claude Pietragala dit sur scène et qui est sublimement dansée ou jouée, je ne sais pas comment on peut le dire, et qui dit « Qu'est-ce qu'une femme qui danse ?» Et elle n'arrêtait pas de répéter ça, et à la fin, elle m'a dit « Mais maman, une femme qui danse, c'est une femme qui danse, c'est Marie-Claude Pietragala. » Et c'est tellement vrai, c'est ce qui ressort de ce spectacle quand on en sort, c'est qu'une femme qui danse, c'est Marie-Claude Pietragala.
Alors on C'est parlait superbe. justement de l'éducation, c'est aussi la transmission de la mère à la fille, mais pas seulement. C'est vrai que ça démarre lors des premières années. On ne le répétera jamais assez, mais c'est ce que Ça vous démarre démontrez par très bien dans son- ce livre aussi. Bien sûr, ça démarre par son père qui l'emmène voir un spectacle et elle voit comme ça le ballet des danseurs et elle trouve ça exceptionnel et elle se dit que c'est sa vie et que c'est ce qu'elle veut faire et il va falloir beaucoup de force, de persévérance et c'est une pièce qui est à mi-chemin. Enfin d'ailleurs voilà, je dis une pièce, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est un spectacle qui est à mi-chemin entre la pièce de théâtre et le spectacle de danse. Elle y danse énormément, c'est parfois très dur, très physique et c'est sublime et ça raconte une vie de force. C'est formidable ce coup de cœur partagé. C'est vrai, je sais que vous allez voir énormément de spectacles Oui, j'adore de théâtre ou d'autres, au cinéma aussi. Vous lisez beaucoup de livres. Tout ça passe aussi par l'art. Parler Bien. de la condition des femmes aujourd'hui, c'est aussi... Bien sûr, les livres, l'art a permis aux femmes de se dépasser dans bien des domaines. Et c'est un domaine dans lequel il est souvent, contrairement à ce qu'on peut dire, bien difficile de faire la différence entre un homme et une femme quand on voit le produit. Merci beaucoup Tristan Banon. Je rappelle La paix des sexes, un livre essentiel. Ce n'est pas la morale qui fait la justice, c'est aux éditions de l'Observatoire. Juste pour terminer, l'endroit où nous sommes, le Fluctuar, vous ne connaissiez pas, je Pas vous du conseille tout, de c'est revenir. superbe. C'est une galerie d'art sur l'eau, sur la Seine. C'est ouvert du mercredi au dimanche, de midi à minuit. Il y a en ce moment cette exposition sketch de l'esquisse du graffiti. C'est 30 ans d'histoire de ce graffiti, une plongée dans cette histoire artistique, une richesse, vous le voyez, une richesse esthétique avec toutes ces variations. Une évolution qui a duré 30 ans et c'est jusqu'au 30 janvier 2022. C'est à ne pas manquer. Voilà, vous savez tout. Merci Tristan Banon, merci à Yvan vous. Alloin. Très bonne journée à vous tous, bon appétit et à la semaine prochaine.